Bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Midi de la recherche intitulé « Bousculer les dogmes du management, le rôle des arts ». Mon nom est Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert à HEC Montréal et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Donc, avant de débuter, j'aimerais rappeler que nos Midis de la recherche sont enregistrés, évidemment avec l'accord de nos panélistes, et qu'ils seront disponibles ultérieurement en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, comme je l'évoquais il y a quelques instants, on parlera ce midi du rôle de différentes pratiques artistiques dans le domaine de la recherche et du transfert en gestion. On verra donc comment les écoles de gestion, comme HEC Montréal, peuvent s'inspirer des arts pour être plus innovants et pour augmenter notre impact. D'ailleurs, dans cette optique, à l'automne 2022, on a créé le Centre Pierre Péladeau Leadership et Management, qui regroupe des chercheurs qui s'intéressent justement, notamment, à l'apport des arts pour alimenter la réflexion sur la recherche, l'enseignement et le transfert en gestion. Aujourd'hui, le centre a à peu près un peu plus que 2 ans, donc c'est encore relativement un jeune centre, mais il y a déjà beaucoup d'effervescence, puis beaucoup de projets qui sont en cours. Il faut mentionner quand même qu'il y a une historique à ce centre-là, puis on aura probablement l'occasion d'approfondir un peu plus dans quelques instants, mais avant d'être un centre, c'était une chaire qui existait depuis un bon moment à l'école, et dont l'un des titulaires le plus récent était le professeur Cyril Sardet, qui est avec nous ce midi. Et d'un commun accord, il y a quelques années, on a décidé d'entreprendre la transformation de la chaire en pôle parce que la mission avait évolué, puis aussi parce que c'était devenu un projet un peu plus collectif. Donc, ce midi, on aura l'occasion d'échanger avec 4 professeurs qui sont impliqués dans le centre et qui s'inspirent des arts dans le cadre de leur recherche et de leurs activités de transfert. Donc, tout d'abord, on accueille la professeure Marine Agoguet, qui est professeure titulaire au département de management et directrice du Centre Pierre Péladeau, Leadership et Management. Merci, Marine. Bonjour, Carl. Merci. On a aussi avec nous le professeur Cyril Sardet, donc professeur au département de management également, qui était le titulaire de la chaire Pierre Péladeau et qui a été dans l'origine de sa transformation ensemble. Merci, Cyril, d'être avec nous ce midi. On a également la professeure Charlotte Blanche, qui est également membre du centre et qui fait des travaux très intéressants en lien avec les arts. Donc, je te remercie également, Charlotte, d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Et Josée Lortie, professeure également au département de management, une membre très impliquée aussi dans le centre Pierre Péladeau. Donc, merci Josée. Merci à vous 4 d'avoir accepté généreusement cette invitation. Donc, durant la prochaine heure, ce midi, nos 4 panélistes vont nous parler de leur recherche, de leurs activités de transfert en lien avec les arts, vont pouvoir illustrer de différentes questions à leur soumettre. Et à la fin, comme à l'habitude, on va réserver une dizaine ou une quinzaine de minutes selon ce qui est possible pour que vous puissiez interagir avec les panélistes. Donc, vous pourrez formuler votre question au micro. Puis, l'événement est hybride aujourd'hui, donc on a quelques dizaines de personnes en ligne. Donc, vous pourrez aussi, pour ceux qui sont à distance, là, écrire vos questions dans la fenêtre de clavardage. Et c'est notre collègue Pamela Trudeau-Fizet de la Direction de la recherche et du transfert pour lire vos questions à l'écran. Donc, voilà. Pour commencer, je vous pose une première question que je vais adresser à Marine et Cyril parce que vous êtes à l'origine de la création du centre. Donc, dans le but de mettre la table, pouvez-vous nous parler justement de la genèse du centre, sa mission, les principaux axes d'intervention? Je vais commencer par l'historique alors, puis je te laisserai parler du présent. Oui, comme Caroline a dit, c'était à la base la chaire Pierre Péladeau, mais c'est pas n'importe quelle chaire à l'école en fait. La chaire Pierre Péladeau, c'est la première qui a été créée. Elle a été créée en 2001, et quand je dis que c'est la première, ça veut dire qu'elle a été créée avant que la direction de la recherche commence à mettre des règles sur les chaires. Donc, tout ce que sont les chaires aujourd'hui ont été créés, développés après la création de la chaire Pierre Péladeau. C'était la première, elle a été créée pour Laurent Lapierre, qui l'a dirigée pendant les 10 premières années. Et elle avait, à moins qu'elle disait que la mission avait évolué, en fait, pas vraiment, la mission n'a jamais changé. C'est juste que les règles des chaires ont évolué à mesure que l'école évoluait. Parce qu'entre 2001 et 2025, évidemment, ça a évolué, puis c'est bien normal, c'est bien ainsi comme ça. Et on s'est retrouvé peu à peu avec la chaire Péladeau, donc, qui était la première, qui avait une mission et des orientations qui étaient de plus en plus incompatibles avec les règles des chaires. Pourquoi incompatibles? Parce que la mission initiale de cette chaire était une mission pédagogique. C'était même pas une mission de transfert, c'était une mission pédagogique. Et ça avait notamment pour but de permettre, il faut se replacer dans le contexte en 2000, hein, quand la genèse était venue, de créer
du matériel pédagogique en français pour pouvoir enseigner le leadership à un public francophone avec des approches contextuelles et un petit peu particulières et innovantes, avec l'art qui était présent d'entrée. Donc voilà, on avait une chaire qui avait été créée comme ça, et puis peu à peu, ça ne marchait plus. Et donc finalement, on s'est rendu compte, quand on a vu ce problème-là, qui créait de plus en plus de tensions avec le comité aviseur qui avait des attentes, l'école qui avait des attentes, etc., que le mieux, c'était de la transformer pour qu'elle puisse continuer à servir sa mission. Et finalement, en fait, on est vraiment trois à être à l'origine de la transformation, ce qui avait Marine, mais en fait, il y avait Caroline qui, d'entrée, a été dans le coup de la transformation. Donc, en fait, on est trois à l'avoir modifié, puis on a commencé, ça a pris quelques années, mais voilà pourquoi il a fallu changer pour pouvoir continuer à répondre à la mission originelle. En fait, il fallait faire un choix entre changer la mission ou changer la dénomination. Et puis, après de longues discussions avec tous les partenaires, notamment de ceux qui avaient créé la chaire, on a décidé de changer la nomination. Et donc, depuis l'automne 2022, on a le centre Pierre Pellado, ce qui est un dispositif intéressant parce qu'en fait, on est un collectif de chercheurs. Et autant les chaires, c'est des dispositifs individuels, le centre Pierre Pellado, en fait, on est 6 professeurs. On est 4 ici. Il y a aussi Anne Peset qui est là, puis il y a Mélanie qui est en ligne, Mélanie Robinson. Donc, ça a permis, en fait, d'élargir le travail qu'on fait. Et en fait, la mission du centre Pierre Pellado, elle est pas très différente de la mission originelle de la chaire. C'est de repenser, imaginer et enseigner de façon originale et singulière en français, parce que cette dimension-là, elle est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Le leadership et le management contemporain, au prisme de perspectives venues d'ailleurs. Puis ça, je pense que ce dernier morceau-là, c'est quelque chose qui était là dès la création de la chaire Pierre Pellado, mais qu'on a tenu à rendre plus visible parce que alors on est 6 profs avec des carrières, des parcours, des objets de recherche différents, mais ce qui nous relie, c'est de faire un pas de côté pour regarder ce que c'est que le leadership et le management. Et ce pas de côté, c'est donc de prendre des perspectives venues d'ailleurs pour regarder et penser différemment le leadership et le management. Ça peut être, et on a 3 axes qui sont 3 formes d'ailleurs. Ça peut être des ailleurs disciplinaires. Donc les arts, c'est un ailleurs disciplinaire, c'est comment une autre discipline nous permet de poser un regard différent sur le leadership et le management. C'est un ailleurs méthodologique, donc comment différentes méthodes, que ce soit des méthodes de recherche, des méthodes de transfert, des méthodes d'enseignement, nous permettent d'enseigner, de réfléchir, de penser le management et le leadership différemment. Et puis c'est un ailleurs situé. Donc en fait, on s'intéresse beaucoup aussi à regarder des contextes organisationnels qu'on regarde peu, en général, dans une école de gestion. Donc ça peut être des contextes organisationnels dans le milieu des arts, on va avoir l'occasion d'en parler, mais c'est aussi des fois des contextes organisationnels un peu différents. On a par exemple mené des projets en contexte autochtone, donc pour regarder comment s'inspirer et surtout être challengé, nous amener dans des pas de côté pour regarder comment on peut penser différemment le leadership et le management. Donc voilà, c'est ça un peu la mission du centre Pierre Pellado. Puis cette idée du pas de côté, c'est un peu notre ADN partagé à tous. Vraiment intéressant. Puis ça vient très bien compléter aussi les autres angles d'études de la gestion, notamment celle du leadership à travers l'école. Donc, vous avez vous apportez un morceau là, qui est très complémentaire et innovant. Donc, merci. Puis merci pour le rappel. Effectivement, la mission n'a pas tant évolué, mais le contexte de l'école a évolué beaucoup dans la dynamique de la recherche, la façon dont on crée les unités aussi. Ma prochaine question s'adresse à l'ensemble d'entre vous. Donc, si on veut aller un petit peu plus loin puis approfondir ce que vous faites au niveau du centre, puis surtout en lien avec l'axe qui concerne les arts, je vais vous demander de nous illustrer une activité de recherche ou une activité de transfert dans laquelle vous avez été impliqué ou vous êtes impliqué actuellement pour qu'on puisse concrétiser là, vos activités. Donc, on va alterner. Je vous propose qu'on alterne le tour de parole à chaque question. Donc, pour cette première question, on pourrait commencer par Charlotte. Ensuite, José, Marine et Cyril. On fera des ordres différents à chaque question. La question.
Oui. Si tu peux nous parler, Charlotte, d'une activité de transfert, une activité de recherche, enseignement que tu as réalisé dans le cadre du centre qui concerne les arts. Oui, grâce justement dans le cadre du centre Pellado, grâce au collectif, parce que c'est vraiment un truc collectif qu'on a réfléchi, mais on a monté les ateliers repères, qui sont des ateliers qui s'adressent aux étudiants de 2e et 3e cycle, qui sont en phase de recherche et qui ont une question de recherche. Et on va donc c'est sur 8 séances. On va leur montrer comment l'art performatif peuvent les aider à entrer en contact différemment, à regarder différemment leur objet de recherche. Ce sont des ateliers qui se donnent tous les automnes, en partenariat avec la Fonderie Darling, le Musée d'art contemporain et le Festival Vivart, qui est un festival d'art contemporain, d'art performatif. Et les premiers ateliers sont destinés vraiment à leur montrer les lieux, déjà, où il y a de l'art contemporain et de l'art performatif, leur dire ce que c'est. Beaucoup n'ont jamais entendu parler de l'art performatif. L'art performatif, c'est une forme d'art qui mobilise uniquement le corps, qui a eu son grand moment de gloire dans les années 60 à 80, qui est encore très effervescent. Montréal est une grande place d'art performatif. Et à travers la rencontre des espaces, la rencontre des artistes et la reproduction d'œuvres très connues, comme les œuvres de Marina Abramovic, Yoko Ono. En tout cas, on en fait plusieurs. Ils vont s'approprier la pratique artistique de l'art contemporain, de l'art performatif. Et ensuite, ils vont être amenés à performer leur objet de recherche. Et dans cette performance d'objet de recherche, ils le font ensuite devant public, parce que l'art performatif demande public. C'est une forme d'art qui ne se veut pas dans un musée ou statique. Elle rentre en contact avec le public. Et donc, on fait une présentation devant public dans le cadre du festival, parce qu'on organise aussi un festival chaque année. Et ça leur apporte beaucoup. Voilà. Ça, c'est un des projets qu'on a. Peut-être une question, Charlotte. Comment les étudiants ont réagi au départ? Comment ça leur est présenté? Puis c'est quoi comment on déclenche cet intérêt-là, la réceptivité autour de cette méthode? On a envoyé la première cohorte, c'est notre 3e cohorte. La première cohorte, on a juste envoyé un mail. On a eu 20 propositions, donc on les a tous pris. On a eu 20 inscrits. La deuxième, c'est vraiment le bouche à oreille. J'allais dire bouche à oreille, mais il y a le travail quand même de Stéphanie qui envoie et qui insiste. On a eu 40 inscriptions et cette année, on était à 80. Donc c'est quelque chose qui par le bouche à oreille fonctionne énormément. Donc on reste le plus flou possible, parce qu'on veut pas apeurer les étudiants. Et non, mais c'est vrai qu'en fait, comme ils savent pas vraiment ce que c'est, leur dire ça peut paraître complètement fou, alors qu'il faut qu'ils se laissent guider. Il faut vraiment qu'ils se laissent. Il faut qu'ils s'ouvrent et qu'ils acceptent qu'ils rentrent dans du flou artistique un petit bout. Mais la confiance se construit au fur et à mesure des ateliers, et après ça prend et ça devient des cohortes qui, à travers les années, restent très serrées. C'est des vraies amitiés qui se créent dans ces cadres-là, parce que ce sont des espaces de réflexion qui sont très loin de ce qu'ils connaissent en classe. Ils apprennent la liberté, le jeu, ils apprennent de s'essayer, de se rater sans être jugés. Ils apprennent à se parler, ils ont des discussions intellectuelles assez intenses, mais sans le cadre du jugement, sans le cadre de la compétition, sans le cadre de l'excellence. C'est toute une nouvelle forme d'apprentissage de leur lien avec ce qui les intéresse foncièrement. Donc ça crée des choses assez extraordinaires. Tout le monde pleurait là à la fin du. Les derniers ateliers sont toujours très émotionnels, parce que personne veut quitter. On veut recommencer une autre cohorte, mais ils n'ont pas le droit de faire 2 cohortes d'affilée. Merci, Charlotte. Josée?
Bien, pour ma part, en termes des arts, mais en fait, la sensorialité, elle est hyper importante. C'est une dimension qui est hyper reliée au monde des arts. La place du corps aussi, hein, donc la place du corps en termes de sens corporel, en termes de mouvement, en termes de gestes, en termes d'affect. Donc, pour ma part, pour travailler cet élément-là, on le fait dans une perspective de défi culinaire. En fait, pour travailler l'espace du corps dans les situations de gestion, pour faire un lien avec les arts. Dans le cadre du centre, on crée des défis culinaires où on reproduit ce qui se passe dans les restaurants de haut niveau, des grands restaurants gastronomiques. J'y reviendrai plus tard là pourquoi ce lien-là est fait, où on recrée le coup de feu. Le coup de feu dans la restauration, c'est le moment pendant le service où la capacité de la cuisine est menacée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas assez il n'y a pas nécessairement assez de cuisiniers. Donc, il y a une demande en termes de pression temporelle, pression d'activité à réaliser qui est très, très grande. Donc, on recrée ces défis culinaires-là où plusieurs éléments de la gestion peuvent être réfléchis, la synergie des équipes, l'organisation émergente de manières différentes de travailler, comment on communique sous pression. Donc, on n'a pas nécessairement le temps de communiquer les directives. Donc, comment la communication se crée entre les personnes. Donc, c'est des défis culinaires qui ont été réfléchis avec un chef de cuisine avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de ma thèse. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et donc, on a peaufiné ça dans le centre, dans le cadre du centre où Marine m'a demandé, ça te tente pas d'aller essayer à l'hôpital Sainte-Justine par ailleurs. Donc, j'ai fait un premier jet à l'hôpital Sainte-Justine. Et là, l'idée s'est mise en place et on a vu que en fait, là, le défi culinaire, là, on est très tassé, on est très justement les pressions sont reproduites et ça crée énormément ça crée un espace réflexif en fait où on peut réfléchir ces éléments-là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le défi culinaire? Comment on a réagi? Qu'est-ce qui nous a surpris? Donc ça crée de grandes discussions. Bien sûr, ce projet-là est encore assez prémisse. Il a besoin là de encore plus d'exploration, mais en tout cas j'ai vraiment la conviction qu'on va pouvoir vraiment travailler cet espace-là. C'est ce que j'appelle une approche pratico-sensible de la gestion, où le corps et tous ces aspects là, dont j'ai parlé, ça peut devenir des leviers pour réfléchir les situations de gestion, mais aussi pour les décoder. Donc, voilà. Ça a donné l'objet de belles publications aussi, hein, parce que tout ce que vous faites, il y a un volet transfert, il y a un volet enseignement souvent, puis il y a un volet recherche aussi, là, donc très intéressant. Tout est interrelié parce qu'en fait, en termes pédagogiques aussi, ça peut amener énormément de la valeur, beaucoup de valeur en termes pédagogiques aussi. Merci beaucoup, Josée, très intéressant. Marine? Oui, peut-être qu'un des projets dont je peux parler, c'est le festival que Charlotte a évoqué. En fait, chaque automne, au mois d'octobre, on tient un festival qui s'appelle Management l'art intervient, où c'est un peu notre incubateur. C'est notre espace de test. Et on a des participants qui sont des étudiants, des praticiens, des collègues. Il y en a certains parmi vous qui sont venus passer un petit peu de temps avec nous. C'est un festival qui dure 3 jours et demi et qui regarde justement comment d'échanger avec des artistes
de mobiliser des pratiques artistiques. Ça nous permet d'avoir un regard différent sur le management, le leadership. Puis l'idée n'est pas d'être dans une posture utilitariste de l'art. Donc c'est pas une question de est-ce qu'on peut venir piocher tel dispositif artistique, telle pratique, telle façon de penser pour optimiser nos façons de faire. C'est pas du tout ça notre approche. C'est plutôt en fait, est-ce que ça nous permet pas de poser un regard sur certaines bases qu'on tient toujours pour acquises et qu'on ne rediscute jamais? Est-ce que ça nous permet pas de changer le regard? Donc on n'est pas dans une logique d'optimiser de l'existant, mais de questionner l'existant. Et donc dans ce cadre de ce festival, on fait venir des artistes. L'automne dernier, on a fait venir un chef de cuisine parce qu'on a eu un défi culinaire. On a fait venir une artiste d'art performance parce que Charlotte nous a fait un atelier avec elle. On a fait venir une poétesse. Et donc c'est justement ces interactions avec des artistes dans un réel échange et dans une réelle écoute qui nous permettent d'avoir plein d'idées, mais aussi nous de tester des fois des idées que nous-mêmes on a. Donc c'est vraiment notre laboratoire d'expérimentation. Intéressant. Là, ça va être la combienième édition? Ça va être la troisième édition. Là, je regarde Stéphanie, du 7 au 10 octobre, c'est ça? Ouais. C'est le moment pub, là. C'est le moment pub. Du 7 au 10 octobre. Les inscriptions vont exploser cette année, vous allez voir. Au centre-ville. Okay. Oui. Puis vous n'êtes pas obligé de venir les 3 jours et demi. Vous pouvez venir juste pour un atelier d'1 heure ou il n'y a pas de souci. Le teaser était excellent. Voilà. On va être plusieurs à être présents. Merci beaucoup. Cyril? Ouais, je vais aussi rebondir sur le lien que tu faisais entre la recherche et les autres activités, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait liés aux arts qu'on a fait qui sont d'abord partis d'une recherche en fait. Ouais. Mais c'est comme si la recherche avait été un moyen pour d'autres fins que la fin en soi elle-même. Puis l'exemple que je voulais prendre, c'est celui des chefs d'orchestre. C'était je pense le premier projet de recherche que j'ai fait à la chaire Pierre Pellado. Lors de ma première sabbatique, je cherchais un nouveau terrain. Puis j'avais hésité entre ceux qui lancent des fusées spatiales et puis les chefs d'orchestre. Et il se trouve que, comme mon prédécesseur avait écrit des cas sur tous les organismes culturels au Québec, et notamment tous les orchestres, il connaissait tout le monde. Et il connaissait moins les gens qui envoient des fusées. Et donc j'ai pu avoir accès, grâce à lui, à tous les orchestres, tous les directeurs musicaux du Québec. J'ai pu voir tout le monde, sauf Yannick Nézet-Séguin, qui déjà à l'époque était plus accessible. Mais j'ai pu voir tous les autres. Et ce qui est assez amusant avec ce projet, c'est que c'était un pur projet de recherche qui a tout de suite donné lieu à des publications. Mais en fait, il a servi à toute autre chose. Il a peut-être eu plus d'impact en fait dans ce qu'il a servi que dans la recherche elle-même. Parce qu'en faisant le tour de tous les orchestres, en fait, j'avais suivi des chefs d'orchestre, puis j'ai assisté à des répétitions de plusieurs orchestres au Québec. Et ça m'a permis de trouver le bon orchestre pour faire un projet qu'on avait depuis très longtemps à l'exécutive MBA, qui était de faire diriger nos étudiants un orchestre professionnel. Et par cette recherche, j'ai pu trouver l'orchestre qui était Imuzici, qui est un orchestre de chambre, donc de 15 musiciens, qui est donc gérable financièrement, puis même au niveau technique, et qui est un orchestre qui joue très fort, donc qui est très impressionnant, et puis qui aime beaucoup s'amuser avec les chefs, donc qui joue vraiment ce que nos chefs débutants font avec eux. Donc ça donne des choses très variables et très variées, mais assez amusant. Et ça a donné quelque chose de tellement fort pour les participants qu'on l'a commencé la première fois il y a 8 ans et on a continué chaque année depuis 8 ans, y compris pendant la Covid, à faire cet atelier avec eux où chacun de nos étudiants, à tour de rôle, pendant 3-4 minutes, va diriger un orchestre professionnel, ce qui a un impact pédagogique assez fascinant, mais bon, j'en parlerai peut-être plus tard si on a le temps. Et l'autre chose, c'est que ça a aussi permis de nourrir pas mal de certaines séances de cours, parce qu'il est souvent difficile d'illustrer des concepts théoriques ou des choses un peu conceptuelles. Et l'art permet de le faire de façon extrêmement puissante. En fait, on peut parler pendant 1 heure pour expliquer un concept, on peut montrer un discours qui va prendre une dizaine de minutes, on peut essayer de faire un cas qui va prendre 1 heure, mais en fait que 2 minutes de référence à l'art, on peut montrer à peu près la même chose. Et ça a servi, en prenant juste 3 vidéos de chefs d'orchestre, de montrer les 3 grands modes de leadership et de management depuis 1945. Là. On peut faire ça juste en 2 minutes d'extrait de chef d'orchestre et c'est extrêmement visible et clair.
Et ça aussi, c'est finalement une recherche qui a permis de nourrir des cours, de nourrir une nouvelle approche pédagogique. Et c'est quand même assez amusant parce que c'est vraiment parti d'une recherche. Et avec du recul 10 ans plus tard, je me dis que oui, il y a des articles, mais finalement, ce qui a vraiment fait une différence proximité, c'est ce qu'on en a fait dans la salle de classe, mais on n'aurait jamais pu le faire s'il n'y avait pas eu la recherche au préalable. Je suis certaine que les étudiants se rappellent de ça toute leur vie. Tu sais, c'est cette analogie que tu fais, puis cet emprunt aux orchestres pour illustrer la gestion. Là. Donc, je suis certaine que c'est quelque chose qui marque. Tu parlais de puissance. Là. Je suis persuadée que plusieurs années plus tard, c'est des images qui leur restent certainement en tête. Là. C'est tellement fort pour eux qu'à l'exécutif MBA, ils diffusent beaucoup de choses. Et en fait, c'est resté comme un secret. Les étudiants d'eux-mêmes ont décidé de ne jamais en parler aux suivants. Pour que chacun puisse découvrir la surprise et puis vivre ce qu'eux ont vécu. Donc, ça fait 8 ans que tout le monde devrait le savoir. Et en fait, personne n'en parle, ils n'en parlent pas entre eux et ils arrivent avec la surprise. Ça donne une petite idée de la dynamique qui s'installe. Et puis le respect qu'ils ont pour l'activité, qu'ils veulent préserver pour les autres. Vraiment intéressant. Donc, ma prochaine question, et là, je vais faire comme José Lito de moi-même, là, elle vous concerne, vous, plus personnellement, comme chercheur. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au rôle des arts et dans le management, à emprunter aux pratiques artistiques pour questionner le management, bousculer les dogmes, pour reprendre notre titre? Est-ce que ça a à voir avec votre contact initial avec les arts ou peu importe. La question est ouverte. Là, on va s'amuser avec les tours de parole. On va commencer par José, suivi de Cyril, Marine et Charlotte. Bien, en ce qui me concerne, ça a commencé très, très tôt dans ma carrière. En fait, j'ai eu un premier restaurant. J'ai été entrepreneur dans le monde de la gastronomie pendant 25 ans. Mon premier restaurant, j'avais 21 ans. Restaurant école qu'on a fermé après 6 mois. Toutes les erreurs, on les a fait dans ce premier restaurant. Donc, on a fermé avant de faire faillite. On a pris du recul et nous en avons ouvert un deuxième qui, lui, a été un grand succès. Quand je dis nous, c'est que j'ai été associée avec le même chef de cuisine pendant 25 ans qui est le père de mes enfants par la même occasion. Donc, j'ai appris la gestion dans un restaurant, non pas en cuisine. Moi, j'étais en salle à manger. Donc, une association cuisine-salle à manger et tout mon apprentissage, donc de la gestion, en passant par la croissance, la décroissance, l'expansion, la restructuration, j'ai tout appris ces éléments-là en le faisant dans la pratique. Donc, pour moi, la pratique, c'est un élément qui est très, très présent, même encore aujourd'hui. Dans tout ce que je fais en termes pédagogiques ou même en termes de recherche. D'où cette idée-là d'approche pratico-sensible de la gestion. Et au bout de 25 ans, en fait, il y a eu un restaurant pendant 14 ans. Au bout de 14 ans, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va vieillir dans un restaurant parce que c'est une vie de fou. Donc, on a démarré un grossiste en alimentation qui était dans la gastronomie aussi, le restaurant a été une grande réussite. À cause du chef. C'était un chef qui était très reconnu et qui, en fait, on a figuré dans les palmarès comme étant dans les 10 meilleurs restaurants au Canada. Donc, grâce à son travail artistique à lui. Et on est devenu grossiste en alimentation. Et là, j'ai appris tout un autre pan de la gestion, beaucoup plus technique, et ça m'a permis là, de voir la différence. Et j'ai fait un retour aux études, lien direct avec la chaire et avec Cyril, qui a dirigé mes travaux. Donc, au départ, j'ai travaillé dans les projets de recherche de Cyril et j'avais pas l'idée de faire une thèse de doctorat sur les pratiques de leadership. C'était pas ça. En fait, en travaillant notamment dans les travaux de Cyril sur les chefs d'orchestre, il y a quelque chose qui s'est réveillé.
en fait. Je reconnaissais chez les chefs d'orchestre que j'avais observé en tant que gestionnaire pendant 25 ans dans les cuisines. Et c'est là que j'ai eu envie de retourner dans les cuisines, mais cette fois-ci avec les yeux du chercheur. Et c'est là que tout le processus s'est mis en place, où, en fait, c'était un processus assez intéressant parce que je le faisais d'un regard extérieur au regard face au chef de cuisine, mais en même temps, ça fait ressortir mes propres pratiques qui étaient ancrées dans le sensible aussi. Donc, c'est tout ça qui maintenant anime autant la manière que j'enseigne, que faire la recherche, qu'on réfléchit collectivement aux défis. Et l'espace du centre m'amène tout ça. Donc, le contact a été avec la cuisine, je dirais qu'il est presque viscéral. Ben oui, c'est une belle continuité. Hein? Tu t'attendais pas à autant récupérer probablement toutes ces années d'exercice en cuisine. C'est ça dans le cadre de ta transformation de carrière. Wow! Ouais. Merci beaucoup, Josée. Cyril? Ouais, la question personnelle. C'est en la lisant puis en réfléchissant, je me disais que peut-être contrairement à beaucoup de collègues, moi je jamais dans ma vie, dans mon enfance, imaginé devenir prof un jour, ni enseignant-chercheur. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. J'ai jamais été intéressé par ça. Je me suis jamais vu enseignant dans toute ma scolarité. Par contre, quand j'étais enfant, mon rêve d'enfant, c'était d'être écrivain. Et puis un jour, de ma dernière année d'études, c'était vraiment la dernière année là où je devais finir puis aller travailler comme les autres, j'ai découvert la recherche par un professeur, puis j'ai commencé à faire plusieurs choses et je me suis rendu compte que même si c'était pas ce que j'imaginais enfant, j'avais mon rêve d'enfance à portée de main. Parce que pour moi, être écrivain quand j'étais petit, c'était écrire des livres. Et en fait, comme chercheur, je pouvais écrire des livres. Et j'ai beaucoup hésité parce que la pression sociale était forte pour pas faire de thèse puis aller faire plutôt comme les autres. Et je me suis dit, j'ai quand même mon rêve d'enfance à portée de main. Est-ce que je vais ne pas le saisir ou est-ce que je vais le saisir? J'ai décidé de le saisir. Et puis, là où j'ai été chanceux, c'est que j'ai été formé en histoire. Et donc, l'histoire est de toutes les disciplines, celle où l'écriture est la plus valorisée. Il y a un aspect artistique en histoire, dans la façon d'écrire l'histoire, dans la façon de faire les livres qui est extrêmement forte, que j'ai très peu retrouvé en gestion, par contre, sauf quand j'ai travaillé avec Danny Miller, qui est aussi quelqu'un qui a une qualité d'écriture, puis une intention d'écriture qui est très comparable à ce que j'ai vu en histoire. C'est assez fascinant dans l'écriture. Mais bref, donc c'est ça qui m'a amené... en fait, c'est cette envie d'écriture, puis d'être écrivain qui m'a emmené à faire ce métier. Et résultat, ça m'a toujours habité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais un cours, je le fais comme un livre. Pour moi, une séance est un chapitre, puis un cours est un livre, et puis ils sont pensés comme ça, ils sont écrits comme ça. Je suis pas sûr que les étudiants vont forcément s'en rendre compte, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont faits, et c'est pour ça qu'ils ont une certaine cohérence. Mais en tout cas, beaucoup d'étudiants m'ont dit « t'enseignes pas comme les autres ». Moi, je me rends pas compte, parce que pour moi, j'enseigne normalement, mais apparemment non, mais ça doit venir de là. Et donc, quand j'ai fait le projet dont je parlais tout à l'heure, je m'étais juste dit, tiens, je vais faire un nouveau terrain, qu'est-ce que je peux faire qui m'intéresse? Puis j'ai juste fait par goût, en fait, ça me tentait d'aller voir comment les orchestres fonctionnaient. J'étais juste curieux. Et puis j'ai passé la moitié de ma sabbatique à écouter des orchestres jouer. Je trouvais ça cool enfin la moitié j'exagère, parce qu'en fait la plupart du temps c'était pas ça, mais en tout cas une partie de l'objet était ça, d'aller écouter des belles œuvres avec des bons orchestres, et puis me promener un petit peu partout au Québec avec ça. Je trouvais ça cool, j'ai juste fait par goût en fait. Et j'avais à peu près aucune idée à l'époque de qu'est-ce que ça me mènerait, ni au niveau pédagogique, ni au niveau article, ni au niveau rien là. J'avais juste le goût, puis je me disais que ce serait intéressant. Et puis j'avais la bonne intuition parce que ça a été le cas, mais je savais pas pourquoi. Et même au niveau théorique, quand j'ai commencé, j'avais une idée, mais on a fait complètement autre chose. Donc c'est vraiment une découverte. J'ai juste suivi ça par goût, ce que j'avais envie de faire. Et puis ça m'a nourri pas mal d'années, donc c'était sans doute un bon choix. Mais j'ai aussi remarqué que tout ce que j'ai pas fait par goût dans la vie ou dans mon métier, ça a jamais donné des très bons résultats en fait. Puis parce que j'ai réussi plein de trucs, puis j'en ai raté beaucoup d'autres aussi. Mais la plupart des choses que j'ai ratées, je les ai pas vraiment fait par goût. Puis tout ce que j'ai fait par goût, en général, ça a fini par marcher, pas comme je l'imaginais, mais ça a quand même fini par marcher. Donc finalement, je me dis que c'est une boussole qui est pas si mauvaise après coup.
Risqué parfois, bien servi. Puis effectivement, tu as eu la bonne intuition parce que ça t'a mené sur plusieurs projets. Par la suite, tu as marqué des cohortes d'étudiants aussi avec ça. Merci beaucoup, Cyril. Marine? Oui, moi aussi, hein, comme Cyril, quand j'ai lu la question, je me suis dit, OK, comment je vais la prendre? Moi, l'art, ça a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis petite. Je fais de la musique, je danse, je peins. Mais alors, à la différence de Cyril, moi, j'ai jamais eu de rêve d'enfant que l'art ce soit ma carrière. J'ai jamais et pourtant j'ai commencé le piano, à l'âge de 4 ans et jamais je me suis dit que je voulais être pianiste dans la vie. Enfin, ça a jamais fait partie de choses dans lesquelles je me suis projetée. Et puis moi, les 10 premières années de recherche là. Il n'y a pas de recherche sur ces questions-là. Et l'art continue de faire partie de ma vie. Je continue de faire de la musique, de danser, de peindre, mais c'est comme si c'était très hermétique. Et en fait, le passage, ça s'est fait par non pas par les arts que je fais moi, mais par une réflexion sur l'art et la culture populaire. Je consomme aussi beaucoup de culture populaire, notamment beaucoup de séries. Ça nous a amené avec... Ah oui, du coup, j'ai un podcast, Management Popcorn, où justement, je décortique des œuvres de culture populaire pour penser le management. Donc, il y a ça. Et puis, il y a un projet qu'on a fait avec Cyril, qu'on a fait et qu'on est en train de refaire, puisqu'on est en train d'écrire la 2e édition du livre. On a écrit un livre sur Game of Thrones et sur le leadership dans Game of Thrones. Et donc, pour moi, ça a été ça un peu le trait d'union. D'ailleurs, je pense que sans ce trait d'union-là, j'aurais peut-être pas forcément embarqué dans les projets dans lesquels on est aujourd'hui aussi facilement. Mais pour moi, ça a été un espèce de trait d'union, peut-être aussi parce que ça venait moins me toucher personnellement dans ma pratique artistique. Il y avait comme un espèce quand même une forme de distance et une forme de pudeur. Mais avec Cyril, on a c'est ça, analysé tous les épisodes des 8 saisons de Game of Thrones pour écrire un livre sur les différentes légitimités de 3 leaders qui sont dans la série. Et on est en train de finir une 2e édition dessus. C'est vraiment intéressant. Et puis là, le temps passe vraiment trop vite parce que j'aurais tellement le goût de vous poser plein de questions, mais peut-être après, il y en a qui vont être prises par les gens dans la salle. Merci beaucoup, Marine. Charlotte? Moi, j'ai toujours été en contact avec l'art, avec des parents qui m'ont emmenée un peu partout. Là, je peux pas dire que j'étais contente de ça, mais je suivais le mouvement. Puis je pratique de manière vraiment amateur un peu d'art, mais c'est vraiment des rencontres avec des artistes, notamment dans le cadre de mon doctorat, qui m'ont complètement convaincue parce que j'ai rencontré là des gens qui s'interrogeaient sur le monde comme nous on peut le faire dans le cadre de notre doctorat ou dans le cadre de nos recherches, mais qui se permettaient de le faire de manière beaucoup plus moins cadrée, plus en mobilisant beaucoup plus d'imaginaire, de poésie, en regardant les choses autrement. Et dans mon travail aujourd'hui, avec la crise climatique, avec la fragilité des démocraties, on est pour former des gestionnaires qui doivent à un moment inventer un autre monde. Et il me semble que cette pratique artistique peut être une belle porte d'entrée pour créer ce monde qu'ils vont devoir imaginer. Donc ça, c'est ça qui m'anime dans la mobilisation de l'art aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. J'ai une dernière question pour vous. Pour moi, c'est la plus importante. Ça concerne l'impact que vous aimeriez avoir via vos travaux individuellement, mais collectivement aussi par le Centre. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier ou de quoi seriez-vous le plus fier dans le futur? Donc, on pourra commencer par Marine, Charlotte, Josée. Je vais laisser le mot de la fin à Cyril. Alors, il y a 2 choses lesquelles moi je suis le plus fière. La première chose, c'est que on est un collectif. Et quand je dis qu'on est un collectif, c'est pas juste que sur le site du Centre Pierre Paillado, là où il y a 6 profs. On se rencontre toutes les semaines. On a des projets collectifs. Et
Moi, je viens de France. J'ai fait ma thèse en France et j'étais dans un labo où j'avais l'habitude de travailler. Enfin, j'ai été formée dans un endroit où il y avait un collectif de profs qui travaillaient ensemble. Et le modèle nord-américain est un peu différent de ça. Et moi, je me suis sentie beaucoup seule quand je suis arrivée à HEC. Et maintenant, je me sens plus seule. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Puis ça montre aussi en tout cas, j'ai l'impression que collectivement, on se sent bien dans ce mode de fonctionnement-là. La deuxième chose, c'est en termes d'impact. C'est depuis 2 ans, on forme la relève des gestionnaires à Sainte-Justine. C'est pareil, c'est un projet collectif. On est les 6 impliqués dans ce programme de formation. Et tous les projets qu'on vient d'évoquer, ils nous ont amenés à penser des modules et des façons de former ces nouveaux gestionnaires. Et on sait que le système de santé a gravement besoin de penser la gestion différemment. Et en plus, on le fait, c'est une formation pour et par Sainte-Justine. C'est-à-dire qu'on a une équipe de co-formateurs avec qui on a, donc des gestionnaires de Sainte-Justine avec qui on a co-développé et avec qui on co-enseigne la relève en gestion. Et ça, c'est un projet où je trouve avec de l'impact. Parce qu'on forme, l'an dernier, on a formé 40 gestionnaires. Là, on est en train d'en former 20 nouveaux. Donc, voilà. Qui donne du sens aussi à ce que vous faites. Énormément. Merci beaucoup, Marine. Charlotte? Oui, je ne reviendrai pas sur le collectif, mais effectivement, on a vraiment un groupe très cool et c'est extrêmement agréable de travailler tous ensemble. On se rencontre effectivement officiellement, mais on se rencontre aussi non officiellement. Et on a une vraie belle amitié dans le cadre de ce centre. Le truc dont je serais le plus fière, je crois que c'est... Alors, on l'a aussi avec le Sainte-Justine parce qu'on mobilise la peinture à un moment, mais on l'a aussi dans les ateliers repères. C'est quand les gens... décident de reprendre l'art pour eux, de refaire de l'art. Souvent, ils ont fait quand ils étaient petits. En général, ils disent « Ah, j'ai adoré quand je faisais ça ». Et puis, la vie a fait que on arrête la pratique artistique, quelle qu'elle soit, la musique ou même l'observation poétique. Là. Et quand les gens passent dans nos ateliers ou dans notre festival ou dans nos formations, se décide à reprendre contact avec l'art. Ça, c'est un truc qui, à chaque fois, me fait plaisir. C'est un bel impact aussi, hein? Fait que ça ravive, ça réactive peut-être des passions antérieures ou des intérêts. Oui. Ouais. Ça désinhibe, ça sort de la routine. On s'impose beaucoup de choses, finalement. Ça rend vivant. Ça rend vivant, exactement. En ce qui me concerne, je prends pied sur ce que tu viens de dire parce que ce qui me rend le plus fière, c'est quand il y a un atelier qui a lieu, c'est quand une équipe ou même l'ensemble de la salle, mais très souvent là, ça se passe différemment dans chaque équipe, c'est quand on laisse l'émergence émerger. C'est-à-dire que justement, on casse, on laisse, OK. Au départ, c'est assez marquant de voir comment on commence le défi avec tous les paramètres les paramètres tangibles, mais aussi surtout les paramètres intangibles. Et quand on casse cette barrière-là, ou du moins sans la casser, on se permet de la rendre plus tangible ou même de l'éliminer, ça me rend fière. J'ai l'impression d'avoir que ça donne quelque chose. Et l'impact qui vient le plus me chercher, je suis une praticienne à la base. Fondamentalement, je suis une praticienne qui a intégré la théorie dans ma carrière. L'impact que j'aimerais avoir, c'est dans le temps et à travers le centre, et surtout l'impact que j'aimerais que nous aurions, c'est de faire valoir le savoir pratique comme étant un savoir reconnu.
Je vois plein d'assentiments là, dans la salle. Tu as bien raison. Je vois beaucoup d'approbation dans les regards aussi par rapport à ce que tu viens de dire. C'est important, puis on le réalise avec ta carrière que tu mènes aussi, comment tu as apporté tes connaissances pratiques aussi, puis tu les mets maintenant au service de ta recherche des étudiants. C'est un dialogue. C'est un dialogue. C'est un dialogue. Merci beaucoup, Josée. Cyril? Je vais rebondir sur ta notion d'impact, puis peut-être comme tu dis que c'était le mot de la fin, un peu relié aussi. C'est une question que je me pose depuis très longtemps ici. C'est qu'on a un peu de rôle, un rôle pédagogique puis un rôle de chercheur, mais on est payé par de l'argent public. Donc j'ai toujours posé la question de est-ce que la société en a pour son argent avec ce qu'elle nous donne. Donc comme pédagogue, ça se voit relativement bien, même si on pourrait débattre. Comme chercheur, parfois il y a plus de débats. C'est une question que j'ai depuis longtemps, mais qui de toute façon va se poser à nous rapidement parce que de l'autre côté de la frontière, Elon et son petit groupe va faire en sorte qu'il ne faut pas rêver, on est la prochaine cible à l'université, en tout cas aux États-Unis. Et donc la question va se poser. Et donc c'est une question que je me posais depuis longtemps, puis par rapport à ta question, ça vaut la peine. Et quand je pense à ce que j'ai pu faire ou ce qu'on peut faire, etc., je pense que la partie recherche, c'est quelque chose de fondamental dans mon développement, puis dans mon cheminement, puis dans qui je suis aujourd'hui. Quelque chose de fondamental dans qui je suis comme professeur, puis qui je suis quand j'interviens dans la société, y compris là pour aider le chef de la police de Montréal à survivre dans ce monde difficile. Et je pense que c'est, encore une fois, quelque chose qui est fondamental. Et si on enlève cette recherche-là, j'aurais jamais fait tout ça, en fait. Mais la question que je me pose, c'est, autant c'est fondamental et central, la recherche, pour tout ce qu'on est, puisqu'on peut apporter à la société, autant je suis pas sûr que ce qui restera de mon impact, c'est les articles que j'ai publiés, bizarrement. Mais si je les avais pas publiés, je serais pas où je suis rendu aujourd'hui, quoi. Et donc je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais bref, donc c'est des questions que je me pose depuis longtemps, puis qui vont se poser bientôt, je pense. Mais est-ce que la recherche, si elle est centrale dans ce qu'on fait, puis je crois que c'est le cas, est-ce que c'est la fin ou c'est un moyen pour autre chose? Ça, je suis pas clair, et je pense de plus en plus que c'est un moyen pour d'autres choses. Et puis je pense qu'il va falloir qu'on clarifie là, parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup, beaucoup à la société, mais pas juste par ce qu'on fait, mais aussi par qui on est, puis qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Mais bref, donc si quelque chose c'est pas quelque chose dont on peut être fier, je pense que c'est ce qu'on peut apporter à la société, mais de plein de manières différentes, et pas forcément par un support ou un média ou un livre ou un article, mais qui serait pas possible sans ça, en fait. C'est ça qui est assez fascinant. C'est important ce que tu dis. La finalité, c'est pas tant le papier, mais c'est ce qui est fait après. Ça, vers quoi ça nous mène comme impact dans les organisations, dans la société, auprès de nos étudiants. Donc, mais je pense qu'il y a quand même un élargissement là, de la vision qu'on a de la recherche comme un continuum, mais qui s'arrête pas à la publication. Mais je crois que ton discours est dans l'air du temps, là, mais on devrait le réfléchir, pas juste avec les travaux que vous faites, là, mais de façon plus globale. Merci beaucoup, Cyril. Le temps file à une vitesse folle, mais il nous reste quand même du temps pour des questions, heureusement. Donc, peut-être que des gens ici présents ont des questions, des personnes qui sont en ligne, qui les ont inscrits dans la fenêtre de clavardage. Mais j'inviterais d'abord des personnes qui se sont déplacées, qui sont avec nous aujourd'hui, si quelqu'un veut aller au micro pour briser la glace avec une première question pour nos panélistes. Ou on peut apporter le micro. C'est une question. Vas-y, Thomas. C'est trop beau pour moi. Oui, d'abord, un grand merci. C'était vraiment inspirant comme discours. Je me disais, peut-être c'est un peu naïf comme vision, mais l'art pour moi, ça a toujours été associé un peu à un esprit critique, et je me suis demandé si vous deviez citer un dogme du management qui résisterait pas à la critique de l'art ou de ce que vous en avez tiré en fait pour vos recherches, ce serait lequel? Bonne question. Une réponse qui me vient direct, le leadership. Ça explose complètement avec l'art, puisqu'une des premières choses que vont montrer les chefs d'orchestre, c'est que de toute façon, c'est comme une danse entre eux et l'orchestre. Ils envoient une impulsion, ils envoient une intention, et l'orchestre va renvoyer autre chose, parce que c'est un collectif et parce qu'ils vont exprimer par leur instrument quelque chose de différent. Et une fois que le chef reçoit cette incarnation de son intention, il va renvoyer une autre intention, puis la modifier. Mais ça va toujours être une danse, en fait. Donc l'image du leader qui décide, inspire les autres, puis les autres suivent, elle est complètement mise à plat dès qu'on va passer 5 minutes avec un orchestre, en fait. Ça se passe juste pas comme ça. Et
parfois les gens parlent de partage d'extase, c'est même pas ça, c'est que ça tourne en fait, ça circule, ça bouge, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut saisir. Donc ça fait quasiment sauter l'essentiel des idées reçues sur le leadership, juste en allant passer 5 minutes avec un orchestre. Et le plus fascinant, c'est que l'image du chef d'orchestre est une image très utilisée en gestion. On dit, diriger une organisation, c'est comme diriger un orchestre, etc. Mais en fait, peut-être, mais si c'est le cas, c'est pas du tout du leadership. C'est complètement, en tout cas, c'en est, mais pas dans la manière dont il est pensé en général. Donc ouais, c'est la première idée qui exploserait à mon avis. J'appuie le point. On voit exactement la même chose en cuisine, malgré la grande figure starifiée du chef. Ce qui se passe dans une cuisine pendant les services, on est dans un autre registre complètement. C'est complètement, bien sûr, il y a une structure, il y a une organisation qui est très rigoureuse en termes d'organisation, mais en termes de dynamique d'équipe et d'organisation du travail, c'est hyper organique et je dirais même émergent, notamment pendant les coups de feu. Alors, on n'est pas du tout dans le dit leadership, en effet. Intéressant. Charlotte, Marine, est-ce que oui, vous voulez avec les ateliers repères qui s'intéressent plutôt à la méthodologie de recherche, on casse complètement la question d'objectivité, de rationalité, mais surtout d'objectivité, de distanciation entre le chercheur et son objet de recherche, parce qu'avec la pratique artistique, l'étudiant-chercheur qui suit les ateliers, il rentre en contact avec son objet de recherche. Il rentre en dialogue, littéralement, avec son objet de recherche. Ça peut paraître fou là comme ça, mais tu viendras faire les ateliers. Donc ça crée beaucoup de réflexions sur pourquoi cet étudiant-là finalement s'intéresse à cet objet de recherche-là. Et dans les parcours de doctorat, souvent c'est assez lié finalement. Donc ça fait émerger tout ça. Ouais. Je dirais ça. Charlotte. Tu veux ajouter quelque chose, Marie? Peut-être, parce qu'on a dit depuis tout à l'heure, on plug le fait qu'on fait un festival à l'automne prochain. Et la thématique de l'automne prochain, c'est les outils de gestion. Okay. Et donc justement, on veut voir comment l'art, ça peut nous permettre justement de rediscuter notre rapport aux outils de gestion. Et c'est pas un petit sujet. Je suis persuadée. Merci, Marine. Question de Russell. Ensuite, on va prendre une question en ligne s'il y en a. Okay, oui, merci beaucoup. C'est vraiment fascinant ce que vous nous racontez. Et j'ai entendu à plusieurs reprises le mot sensorialité, surtout de José, et je pense qu'aussi de Cyril. Et parmi les sens, y a-t-il une pondération ou une dominance d'un sens par rapport aux autres, selon le contexte de leadership? Devant l'orchestre, Cyril, est-ce que c'est la vision, c'est le sens de touche, est-ce que c'est je ne sais pas. Et dans le cas de José, y a-t-il quelqu'un, c'est le smell des nourritures qui t'est impliqué plus fortement par rapport aux autres sens lors de l'émergence des pratiques? Merci beaucoup. Merci. J'ai hâte d'entendre la réponse. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est un des éléments là, qui est ressorti de mes observations en cuisine, parce que quand j'ai fait ma thèse, je suis allée en cuisine. Les cuisines où on voit cette émergence-là, où on voit cette auto-organisation-là, ce qui est assez particulier, c'est que justement, il y a une polysensorialité. En fait, il y a comme un équilibre. Je le remarquais chez les chefs au départ, mais on sent la même chose dans les cuisines. Il y a dans ces cuisines-là où la polysensorialité elle est tangible. Les équipes sont stables déjà. Donc, c'est l'équipe entière qui est polysensorielle. Et là, il y a comme un niveau d'attention, il y a un niveau de vigilance qui circule encore une fois dans l'équipe. Et c'est autant l'odorat que le toucher. On voit les pratiques là. On communique avec les sens. On anticipe les situations de gestion avec les sens. On anticipe
les problèmes en cuisine avec les sens, mais autant avec le son, autant avec la vue, le toucher, tout se fait d'une façon vraiment, vraiment polysensorielle. Et quand cet élément-là est en cuisine, contrairement dans un orchestre où là, chacun est à sa place, il y a énormément de mouvements dans la cuisine. C'est-à-dire que malgré que ce soit hyper taylorien comme organisation spatiale dans une cuisine, on voit énormément tout le monde bouger pendant le service. Et ça, c'est remarquable. Et ça crée comme une espèce, ça crée comme une espèce de bulle dans le collectif. Et ça se passe à l'intérieur de ça. Et par ailleurs, les chefs pendant le service protègent cette espèce de bulle là, d'une manière avec le mouvement. On protège la polysensorialité. Ouais. Une belle illustration. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut illustrer sous un autre angle? Pardon, vas-y, je t'en prie. Par rapport à des questions sur les chefs, c'est sûr que le chef dirige par geste, donc c'est visuel, mais en fait l'essentiel de ce qui se passe dans un orchestre est auditif, puisqu'ils s'écoutent les uns les autres, donc une grande partie est auditif, et c'est très corporel, tactile, puisqu'ils doivent transférer une intention en une vibration en passant par un instrument et par leur corps, donc c'est très, très tactile de toute façon à la base. Et donc oui, il y a beaucoup de polysensorialité, c'est quelque chose d'assez visible, mais si je devais en choisir un, enfin en tout cas si je devais faire un pronostic sur celui qu'il faudrait peut-être étudier dans les 10-15 prochaines années, en tout cas sur la question de leadership, en fait c'est le sens qui est le moins étudié actuellement, parce que c'est le plus primitif, c'est l'odorat. Et l'odorat est un sens complètement à part des autres. Il passe même pas par le cortex cérébral. C'est le seul qui passe pas par le cortex, donc il est plus profond. On en est beaucoup moins conscient. Mais en termes de leadership, notamment chez les animaux, beaucoup par exemple chez les loups, en fait, les alphas, donc les couples alpha, parce que quand on raconte des gens, il n'y a pas de mâle alpha. Chez les loups, ça n'existe pas. Il n'y a que des couples alpha. Les couples alpha, en fait, émettent des phéromones extrêmement puissantes qui empêchent toutes les autres femelles de pouvoir avoir des bébés, etc. Donc c'est purement lié à de l'odorat en fait. Donc quasiment tout passe par là. C'est assez surprenant, assez incompréhensible d'un point de vue conceptuel parce que c'est le dernier qu'on va voir. Mais l'odorat est certainement un sens très sous-utilisé. Et ce qui est fascinant, c'est que si on regarde le langage, le mot qu'on utilise le plus, ça va être sentir. Je le sens pas, je sens pas cette situation, ou je sens une mauvaise atmosphère dans la salle. C'est-à-dire quoi, sentir une mauvaise atmosphère dans la salle? Peut-être que ça veut dire que tu sens réellement, avec ton odorat, mais tu n'en as juste pas conscience, quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, des gens sont capables de repérer des maladies juste par l'odorat, avec une précision plus forte que n'importe quel médecin ou élément d'analyse, et c'est vraiment de l'odorat. Donc il y a beaucoup de choses qu'on est capable de faire. Parfois on dirait c'est l'intuition, mais peut-être l'intuition c'est juste, dans certains cas, en tout cas pour des urgentologues, là, c'est juste de l'odorat, mais qui sont pas capables de vraiment définir. Donc il y a beaucoup de choses fascinantes avec ça, notamment en matière de leadership. Et c'est sans doute le sens le plus extraordinaire à étudier aujourd'hui. Ça, c'est super intéressant. Moi, je pense que si tu prends cette voie-là, on va être plusieurs à lire tes articles, Cyril, sur ça. Donc, j'ai pas connaissance là, de recherche. Mais je pense pas qu'on puisse le faire nous. De cette façon, c'est interdisciplinaire. Oui, interdisciplinaire, certainement. Oui, très intéressant. Merci. Le temps file super vite. Voulez-vous dire un petit mot, Charlotte ou Marine? Non, vas-y, il y avait une question. Une question en ligne, ça va être la dernière, avec une petite réponse un peu plus courte. Oui, donc c'est 3 questions. Je me permets d'en créer une seule avec ça. C'est de M. Marianne Bogdan. Donc, il demande dans quelle mesure la chaire contribue-t-elle à préparer les organisations canadiennes comme les universités ou les institutions publiques à des modèles de gestion qui sont plus résilients ou plus agiles? Puis comment est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans la transformation des modèles universitaires ou des modèles pédagogiques dans le management? Merci, Pamela. C'est toute une question pour terminer. Très bonne question. Une question où c'est particulièrement un défi de répondre brièvement. Je peux essayer de me lancer sans répondre forcément à la question, parce que une partie de la question, c'est est-ce que ça nous amène à repenser l'université? Et oui, en fait, on s'est au travers du festival, je pense que les 2 premières éditions, une des questions qui nous est restée au sein du collectif à chaque fois,
c'est un regard sur notre propre organisation. Parce qu'on passe 4 jours à discuter de management et de leadership, puis à explorer plein de choses, puis à déconstruire plein de choses. Et nous, on fait partie d'une organisation. On fait partie d'une organisation universitaire. Et donc oui, en fait, ça nous amène beaucoup de questionnements sur le management au sein de notre organisation à nous. Après, c'est quoi notre capacité à faire bouger ces choses-là? Nous, on fait des recherches en organisation avec des organisations qui collaborent avec nous. C'est ce qu'on fait avec Sainte-Justine. On a un très beau partenariat. On a commencé à travailler avec l'école. Donc, j'espère que ça pourra déboucher sur des choses. Mais nous, ça nous interpelle en tant que, pas juste comme chercheurs, mais en tant qu'aussi membre d'une organisation. Donc, effectivement. Mais on fait en pratique aussi, on le fait dans nos cours. On change dans nos cours. On le fait aussi dans... Tu parlais du collectif qu'on a monté avec le Centre Pellado. On le fait aussi à l'intérieur. La façon dont on travaille ensemble, c'est aussi changer l'université. Donc, sans le faire depuis le top-down, on le fait nous, à notre échelle. Très intéressant. Vous avez réussi à capter des éléments importants de la question puis à fournir des éléments de réponse très pertinents. Donc, le temps est déjà écoulé, ça passait à une vitesse folle, mais je veux vous remercier énormément de votre générosité ce midi. Je sais que certains d'entre vous, en plus, êtes grippés un peu, donc c'est particulièrement apprécié, votre pertinence. Merci à tout le monde d'avoir assisté, d'être venu ici en salle, mais les gens qui sont à distance, un grand merci. Le prochain Midi de la recherche, ça va porter sur un rôle, une des facettes importantes des unités de recherche qui est le financement. Donc, on va venir démystifier comment on finance une unité de recherche. On aura parmi les panélistes des professeurs qui ont eu des stratégies, qui ont déployé des stratégies différentes, mais avec succès. Donc, ça sera notre prochain rendez-vous probablement au printemps. Vous allez recevoir une invitation. Donc, merci vraiment à toutes et à tous d'avoir été là ce midi. Puis, je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir. Bravo.